Ouais, on va essayer de théoriser un petit peu tout ça. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo où on va juste discuter un petit peu, comme la dernière fois, un petit peu de spéculation, ce genre de choses. Sauf que là, normalement, ça devrait être un peu moins polémique ou ce genre de choses. Aujourd'hui, on va parler difficultés et jeux de société. Cette vidéo va notamment me permettre de vous parler de jeux dont je n'ai jamais parlé sur cette chaîne, en tout cas pas vraiment présenté, mais aussi et surtout réfléchir à qu'est-ce qu'un jeu difficile. Est-ce que la difficulté se passe dans la compréhension ou est-ce que c'est aussi l'aspect complexe à maîtriser, parce que ça peut arriver ça aussi. Et après il y a la difficulté des jeux coop, mais ça après il y a des gens qui sont pas tout à fait d'accord là-dessus, pour eux c'est une case complètement différente. Moi j'aime bien mélanger les deux pour une raison très simple, c'est que je trouve ça juste plus amusant. Ça permet d'élargir le débat et donc de pouvoir parler d'un peu autre chose, et aujourd'hui j'ai envie de parler de plein de choses. Donc la première question à se poser c'est quoi un jeu difficile? Simon du Passe-Temps avait déjà fait une vidéo il y a quelques temps, c'était pendant la période de la pandémie. C'était une vidéo où il présentait les jeux qui selon lui étaient les plus compliqués du monde, et en grande partie il montrait des jeux où, oui, c'était des jeux extrêmement compliqués. On trouvera toujours beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que j'ai dit selon lui, parce que malheureusement il y en aura toujours qui diront « Ah mais moi le mien il est vachement plus dur que le tien !» Oh ce titre. Et donc c'est quoi un jeu difficile si on se réfère à ce que Simon a dit dans sa vidéo? Il va y avoir plusieurs critères: la longueur des règles, les gens qui rendent le jeu compliqué, et l'attente en termes de difficulté qu'on a du jeu. Moi je vais rajouter un point en particulier dont je vais parler maintenant, l'expérience du jeu en question. Dans cette catégorie-là, il y a pas mal de jeux, mais pour illustrer, je vais parler de deux jeux que sont God Tier et Glorantha la guerre des dieux. Vous pouvez mettre Cthulhu Wars à l'intérieur, vous pouvez mettre Twisted Fables, tous ces jeux qui ont un point commun, c'est que la règle, enfin de manière générale, les mécaniques de jeu sont extrêmement simples. Dans Glorantha, les actions, c'est vraiment déplacer, invoquer, construire un bâtiment ou encore combattre. C'est des actions extrêmement basiques et globalement, vous ne serez jamais perdu en ce qui concerne les actions basiques. Dans God Tier, c'est pareil, 2 actions par tour, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez faire une compétence, bref, c'est super simple dans l'idée. Mais du coup, qu'est-ce qui est compliqué avec ces jeux, si en soi c'est facile de jouer? Eh bien, c'est que votre première partie, vous allez passer votre temps à faire « Ah mais ton perso il fait ça? Mais moi je savais pas qu'il pouvait faire ça, j'aurais pas fait ça sinon !» Et je comprends que c'est complètement frustrant. Le point commun de ces jeux que j'ai cités, c'est que tout est asymétrique. Les factions, les monstres, les compétences des factions, les faiblesses, les bonus des factions, chaque unité, chaque compétence est différente, bref, vous allez devoir apprendre tout un panel de choses pour pouvoir véritablement maîtriser le jeu. C'est exactement le même problème qu'on retrouve dans des jeux comme League of Legends, Paladin ou encore Smite. Des jeux où globalement on sait déjà tous jouer, enfin en tout cas pour les joueurs de jeux vidéo, mais où lorsqu'on va se retrouver avec un nouveau personnage ou contre un nouveau personnage, on va complètement être perdu à devoir apprendre qu'est-ce qui est le mieux contre ce personnage-là. Comment réagir, comment contrer, voilà, c'est pas évident quoi. Donc ça c'est le premier point, ce genre de jeu où vous devez apprendre comment fonctionnent les factions que vous jouez et les factions que les autres joueurs doivent jouer. Mine de rien, ça regroupe pas mal de jeux d'affrontement. Reprenons les points que nous avions avant. Par exemple, l'attente qu'on a des règles d'un jeu. Dans cette catégorie, ça peut être absolument tous les jeux, parce que si vous aviez des attentes comme quoi c'était un jeu extrêmement simple pour n'importe quel jeu, et que finalement il y a un petit truc en plus, et forcément vous allez être choqué. Simon avait cité la guerre de l'anneau, de mon côté je vais citer Azul le jardin de la reine et Reflet d'acide. J'avais déjà un peu parlé de Reflet d'acide dans une autre vidéo, et bien oui, c'est le cas encore aujourd'hui. C'est un jeu où je m'attendais vraiment à un jeu de loi assez classique, avec juste, quelques tests de compétences. Mais en fait, ces tests de compétences sont un peu plus difficiles à lire qu'on ne le pense. Et puis, il y a un côté gestion où on peut gérer ces tests de compétences, du coup, avec des petites ressources qu'on récupère par-ci par-là. On a une mécanique de jeu de loi où il faut jauger, est-ce qu'on va loin, est-ce qu'on va pas loin, mais en fait, voilà, c'est pas forcément un jeu de loi classique. Est-ce qu'on passe par ce chemin, mais dans ce cas, c'est plus risqué, ou est-ce qu'on passe par ce chemin, c'est moins risqué, mais c'est plus long. Tellement de petits trucs comme ça qui rendent le jeu pas si simple que ça. Je crois que la dernière mécanique que j'avais trouvé compliquée, c'était les points de vie. Quand on perd des points de vie, on a toutes nos valeurs de stats qui sont du nombre de points de vie qu'on a. C'est assez étrange, c'est un
peu bizarre quand même comme système, mais évidemment comme tout jeu, eh bien avec de l'entraînement, ça va, ça peut se faire. Même si voilà, c'est un jeu qui nous a pas mal refroidi à ce niveau-là et du coup qu'on ne sort quasiment pas. Le deuxième jeu du coup c'est Azul le jardin de la reine, dont je vous ai parlé la semaine dernière dans ma vidéo ce que m'a envoyé Asmodée. Et voilà, j'en avais parlé, et pour moi Azul c'était vous alignez 5 huiles d'une même couleur, du coup vous en débloquez une sur cette ligne. Des choses comme ça, voilà, c'est très simple. Le jardin de la reine amène des extensions par-ci par-là avec un principe de pose de tuiles qui demande beaucoup de réfléchir et de calculer dans sa tête. Attends, est-ce que là je peux payer la bonne valeur? Est-ce que là j'ai les bonnes couleurs pour pouvoir le faire? Ah merde, en fait non, il me manque une couleur. Oh là là, je vais galérer à le faire. Ah là il y en a. Ah mais non, en fait si je la prends, je prends autre chose et du coup je vais me faire niquer sur les points. C'est quand même un Azul où je m'attendais pas à réfléchir autant, à autant faire des calculs mathématiques comme ça. Alors oui, il y a des jeux beaucoup plus durs que ça, mais c'est un exemple. Et l'exemple était que je pensais que le jeu était bien plus simple que ça. Vraiment, j'ai pas fait beaucoup de points cette première partie d'Azul parce que j'étais perdu, j'étais complètement perdu. Le troisième point, c'est les gens qui rendent le jeu compliqué. Et là, en soi, je vais peut-être vous décevoir, mais j'ai pas vraiment d'exemple. Je ne suis pas un joueur de bridge, donc je ne peux pas faire le parallèle comme Simon avec le bridge. Je peux juste faire un petit parallèle, par exemple, avec les jeux à rôle caché. Le jeu à rôle caché, là, c'est vraiment une difficulté qui est de votre propre personne. Des autres joueurs autour de la table aussi, mais globalement, je ne suis pas à l'aise avec les rôles cachés, je ne suis pas à l'aise avec le fait de mentir. Du coup, quand dans une partie, je suis méchant et que je dois le cacher, qu'on me dit « Ah, toi t'es méchant ?» Non, ça se voit tout de suite sur mon visage que c'est moi le méchant. Et quand je suis gentil, je passe une partie relativement bonne, mais j'arrive pas du coup à jouer avec les autres parce que j'arrive pas à exprimer quelque chose pour piéger le méchant. Du coup, de mon côté, les jeux à rôle caché sont des jeux difficiles. Difficiles dans le sens qu'il n'y a pas une partie où je maîtrise le jeu en soi. Pour moi, c'est véritablement mission impossible. Mon explication de cet argument est un peu pétée, je le sais, et globalement, ça coïncide pas tout à fait avec ce que disait Simon par rapport au bridge, parce que Simon disait majoritairement qu'en fait, c'est eux qui avaient rendu le jeu compliqué à mettre des règles en mode « Non, vous avez pas le droit de parler comme ça, en tout cas, si vous parlez comme ça, vous devez faire semblant que c'est pour faire bluffer un truc à la con, quoi. » Bref, cette partie-là de la difficulté, j'avoue que je ne peux pas trop en parler. Ensuite, il y a juste la complexité par, voilà, la complexité. Dans cette vidéo, je vais pas répéter ce qui a été dit avec Simon, notamment le Rhythmomachi et Magic Realm. Je vais essayer toujours de faire des parallèles avec des jeux qu'on a aujourd'hui et auxquels j'ai pu jouer. Dans ces jeux qui sont complexes et qui essaient d'en rajouter et surtout parfois qui demandent juste de se triturer le cerveau à fond, et ben je vais parler d'un jeu que j'aime beaucoup, mais qui est Role Player. Role Player, n'importe quelle personne qui y a joué vous le diront, c'est un jeu mathématique. J'ai rarement joué à un jeu comme ça où je regardais autant mes dés juste pour faire des additions en permanence et à comparer ce que moi j'avais, ce que les autres ont, et du coup je suis obligé de faire les additions pour les autres aussi parce que du coup il faut que je réfléchisse ma stratégie pour moi mais aussi pour contrer les autres. Role Player pour moi est un jeu en soi assez compliqué à sortir. Assez compliqué parce qu'il amène toujours une notion mathématique permanente à additionner. En comptant en plus les effets qu'on peut faire par ligne, comme retourner un dé, changer de place de dé, relancer un dé, bref, on peut faire des trucs combinatoires dans tous les sens. C'est vraiment pas évident Role Player. Mais qu'est-ce que c'est grisant quand vous arrivez à faire ce que vous voulez. Dans le côté compliqué, je suis obligé de parler de Tragedy Looper. Tragedy Looper, on est sur le jeu en fait où on n'a jamais vu ce genre de jeu. Et forcément, c'est un jeu qui demande beaucoup d'attention pour ne pas louper une seule ligne de ce putain de papier. Des jeux sérieux, j'en ai, mais des jeux sérieux comme Tragedy Looper, j'en ai vraiment pas d'autres. Dernièrement, j'ai testé Paint the Roses, qui est aussi un jeu pas mal sérieux malgré son design, mais Tragedy Looper, c'est incroyable à quel point il faut être concentré et véritablement réfléchir aux agissements du maître du jeu, lire attentivement sa fiche en permanence, bref, c'est vraiment pas le jeu évident et le jeu facile à sortir. Ce point-là, j'ai pas tant de choses à en dire, donc on va passer au point suivant, qui est que c'est un jeu qui veut trop en mettre. Dans la vidéo de Simon, il parlait de Campaign for North Africa, et c'est vrai, j'ai jeté un œil un peu aux règles de jeu de Campaign for North Africa. Waouh, c'est quelque chose quand même. Jamais j'y jouerais. Dans ma collection, ça me ferait beaucoup rire de l'avoir, mais il est beaucoup trop cher, donc je vais ouvrir une cagnotte pour l'acheter et en faire des vidéos, non je déconne. Mais du coup, quels sont mes jeux les plus complexes, ou en tout cas ceux qui veulent en mettre
beaucoup. En premier lieu, je vais dire Anachronie. Même si en soi, je trouve que c'est pas un jeu très compliqué, ça reste un jeu de pose d'ouvrier où le principe est de récupérer des ressources pour en avoir des meilleures, pour construire des bâtiments, pour avoir des meilleurs trucs, pour avoir... En fait voilà, c'est de l'escalade en permanence, donc les actions en soi ne sont pas compliquées, c'est juste que y a beaucoup de choses à savoir. Entre le principe des ouvriers opérationnels, fatigués, de pouvoir leur monter le moral ou de leur baisser, de pouvoir construire des bâtiments, de pouvoir récupérer des ressources, de pouvoir recruter des ouvriers, les super projets avec les recherches, les voyages dans le temps pour récupérer des ressources dans le futur, mais de les ramener plus tard, il faut pas oublier. Le jeu foisonne de plein de trucs, et si vous rajoutez en plus de ça les extensions, qui en vrai rajoutent des trucs cool, hein, vraiment j'aime beaucoup les extensions d'Anachronie, le jeu foisonne de trucs dans tous les sens, et oublier un truc est vite possible. En deuxième, je vais parler d'Aurora Arkham, le jeu de plateau. Je n'ai pas joué à la 3e édition, donc je vais parler surtout de la 2e. Aurora Arkham, en soi, est un jeu simple. Le seul problème, c'est qu'il est complexifié par beaucoup de petites choses à la con, et notamment les phases et les petites exceptions. Il y a une phase où vous redressez vos cartes, il y a une phase où vous vous déplacez, mais est-ce que c'est dans cette phase qu'il faut attaquer? Réponse oui. Il y a une phase où vous faites des découvertes, et dans laquelle vous rentrez dans les autres mondes, une phase de découverte dans les autres mondes, et une phase de mythe, 5 phases où oui, vous allez pouvoir les répéter comme ça en permanence, et du coup, bah ouais, c'est assez fluide en soi, mais waouh, la première fois que vous lisez ce manuel de 36 pages de FFG à l'époque, et qui est écrit en tout petit, et vraiment, il y a des exceptions à la con dans tous les sens, avec les monstres qui sont immunisés à telle chose, d'autres à d'autres, résistance, dégâts comme ci, comme ça, et puis les différents lieux qu'on nous explique pas dans le manuel, qu'il va falloir soi-même découvrir dans le jeu. C'est vraiment un jeu qui est foisonnant de petits trucs, et si vous rajoutez à cela les extensions qui sont vraiment cool parce qu'elles amènent véritablement un gain de fraîcheur et surtout une non-répétition du jeu, parce que le jeu peut paraître répétitif, le jeu est quand même ultra foisonnant de plein de trucs. Aurora Arkham, c'est un jeu qui a un peu vieilli parce qu'il a des jets de dés un peu basiques, des choses comme ça. Pour autant, je trouve que c'est un jeu qui tient la route, qui est assez fluide, et vraiment je le conseille. Si vous avez la chance de le trouver ou que la 3e édition est bien, jouez-y. Le dernier jeu dans cette catégorie dont je vais parler, eh ben c'est Rising Sun. Rising Sun, pour une première chose, c'est un jeu de conquête qui change du tout au tout. Un jeu de conquête où vous ne vous déplacez pas juste avec une action, où vous ne combattez pas de la même manière, où le principe des actions elles-mêmes ne sont pas juste des actions classiques que vous faites vous-même. Toute cette phase pré-guerre est vraiment ultra déroutante la première fois qu'on y joue. Ce principe des mandats où vous choisissez un mandat, les autres vont faire l'action et ensuite vous la faites, c'est un truc qui demande de réfléchir vraiment différemment par rapport à la normale. Mais surtout Rising Sun, et j'en reparlerai dans une vidéo le jeu, c'est un jeu où j'ai oublié plein de fois plein de petites règles. Et c'est des trucs tout bêtes, ne serait-ce que, est-ce qu'on peut voir l'argent des autres? Et si c'est le cas, quand est-ce qu'on peut voir l'argent des autres? La réponse c'est, on peut tout le temps les voir, sauf pendant la guerre. Quand c'est pas votre guerre, vous voyez les pièces des autres. Pendant la guerre, vous ne voyez pas les pièces. Donc déjà cette règle-là, il y a aussi la règle de si vous ne pouvez pas invoquer de Shinto sur un lieu là où il y a un bâtiment, eh bien vous ne pouvez pas l'envoyer au temple. Pour envoyer au temple, il faut d'abord l'invoquer à l'endroit où vous avez un bâtiment. Ce qui fait qu'une faction comme la Lune, qui ne peut poser que 2 unités dans un lieu, eh bien si vous avez 2 unités dans un lieu, vous ne pouvez pas invoquer de Shinto dans ce lieu pour l'envoyer au temple. C'est plein de petites choses comme ça, et je suis sûr que j'en oublie, mais à chaque fois j'oublie un petit truc dans Rising Sun. Et pourtant je sais que c'est pas le jeu le plus compliqué du monde, hein. Je suis sûr qu'il y a 10 fois plus compliqué, ne serait-ce que Mage Knight qui a été cité dans la vidéo de Simon, mais c'est des souvenirs qui me viennent comme ça parce que vraiment c'est le jeu sur lequel il y a eu le plus de débats en termes de règles. Et une règle que j'avais oubliée, et pourtant bah du coup ça m'aurait permis de partager la victoire, si à la fin de la partie nous sommes à égalité, qu'il y en a un qui est plus haut en honneur techniquement et il devrait gagner, eh bien si vous êtes alliés, eh bien vous partagez la victoire. Donc j'avais gagné avec mon collègue, je n'étais pas deuxième. Vous sentez que j'étais salé. La dernière catégorie des jeux compliqués pour moi, eh bien c'est les jeux compliqués en termes de difficulté de la partie. Tous ces jeux de coopération qui vous demandent de résister le plus possible ou de vaincre
un niveau. Dans ces jeux-là, il y a évidemment Planet Apocalypse, qui est un jeu extrêmement compliqué en termes de difficulté contre un boss, même difficulté de la carte à gérer, parce que chaque carte rajoute des trucs supplémentaires à gérer qui sont pas toujours évidents. Pour moi, la carte la plus dure que j'ai fait pour le moment, parce que j'ai fait jusqu'au dos du dragon, c'est la carte du site de lancement qui pour moi est hyper compliquée à gérer. On peut se prendre parfois 6 points d'apocalypse sans vraiment pouvoir rien y faire. Un autre jeu qui reste Petersen Games dans ce genre, c'est 8-Bit Attack, dont je vous parlerai dans une autre vidéo, mais un autre jeu plus ou moins dans le même style dont je peux vous parler, c'est One Deck Dungeon, mais là je comprends la difficulté. C'est un petit jeu qui a quelques boss, et sincèrement, si le jeu n'était pas compliqué, bah ça serait chiant, on ferait les niveaux et on aurait fini en 2 minutes. Ça n'incite pas à revenir sur le jeu, ça n'incite pas à réessayer pour retenter d'essayer de vaincre ce putain de boss. Alors oui, c'est des jeux qui ont beaucoup de hasard, donc c'est vrai que ça peut être chiant pour ça, mais même des jeux qui ont un peu moins de hasard, ça peut être le cas aussi. Je pense par exemple à Bad Bones, qui effectivement a du hasard au niveau du tirage des squelettes, mais pour autant, eh bien, c'est très difficile de résister à cette vague de squelettes qui arrive. Ou encore Ruby, qui, pareil, amène un petit peu de hasard avec le retournement de la carte, mais vous pouvez toujours mettre les chances de votre côté en mettant une grosse carte. Tous ces jeux qui ont comme point commun souvent d'être des jeux de coopération, et tous les jeux en coopération pour moi se doivent d'être un petit peu difficiles. Si vous réussissez toutes vos parties dans un jeu coopératif, pour moi c'est que le jeu a été mal fait ou veut beaucoup trop faire plaisir à ses joueurs. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu en contradiction avec ce que j'avais dit de Resident Evil 2 qui pour moi était mal foutu, mal équilibré et trop difficile, mais j'avais mes raisons de le trouver trop difficile parce que trop frustrant. Et tous les autres jeux que je vous ai cités là ne sont pas frustrants au niveau de leur difficulté. Donc dans tous ces jeux-là, évidemment, on peut mettre tout ce qui est dungeon crawler, et c'est vrai que les dungeon crawlers ont souvent la tendance à être un peu trop faciles. Le seul dungeon crawler pour le moment où j'ai vu que c'était assez mieux géré, c'est Gloomhaven, parce que vraiment à chaque fois vous allez être à ça de gagner, et c'est ce qui rendra votre partie vraiment plus mémorable. Donc voilà, c'était mes points qui pour moi rendent un jeu difficile. Alors il y a un point en plus, c'est est-ce que la règle est bien écrite? J'en ai un peu parlé avec Aurora Arkham, mais aujourd'hui les éditeurs font vraiment très attention à ça, donc c'est vrai qu'une règle mal écrite, on la trouve assez peu finalement, même s'il y a des exceptions. Et globalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les jeux d'aujourd'hui, il n'y en a pas des monster games comme des Magic Realm, comme des Campaign for North Africa, et heureusement parce qu'aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens en termes de vente et d'amusement. À l'époque, j'ai l'impression que c'est plus un challenge qu'ils se donnaient quand ils achetaient ce genre de jeu. Et vous, quel est votre critère de difficulté, ou plutôt quels sont vos jeux que vous trouvez trop difficiles ou que vous trouvez difficiles dans votre ludothèque? J'ai hâte de lire ça et de découvrir un petit peu vos avis, mais c'était une thématique pour moi qui était assez intéressante à vous partager. Merci tout le monde de m'avoir regardé, j'espère que vous êtes abonné à la chaîne, vérifiez si vous êtes abonné à la chaîne, ça me soutient beaucoup dans mes vidéos, et likez la vidéo pour qu'elle soit un peu plus vue, car le référencement YouTube vous connaissez un peu. Et d'ici là, portez-vous bien, et puis moi je vous dis, eh bien, salut!